nostalgie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil à vous. Comme tous les matins, eh bien, nous sommes bien là, nous sommes bien présents pour partager des moments que nous espérons utiles avec vous. Alors au programme de ce lundi 11 janvier, tout d'abord la rubrique littéraire avec notre amoureux du livre, Yezid Ait Mahieddine, qui nous fera découvrir une nouvelle facette du grand auteur et écrivain Mohamed Dib. Et puis comme vous le savez, eh bien, nous sommes à la veille du nouvel an berbère Yenayir. Toute une symbolique présage de bonheur et de solidarité aussi, ça compte. Ahmed Gelgassen nous en dira un peu plus, il sera avec nous en première partie de cette émission. Il sera également question du riche programme qui nous attend à la veille pour Yenel de cette année, notamment au niveau de l'office de Riyad el-Feth. Artisanat et tradition sont au programme, nous en parlerons avec nos deux invités. Et comme chaque lundi, vous le savez, notre chroniqueuse à la main verte nous parlera d'un nouveau concept, elle nous parlera de la permaculture. Alors elle nous fera découvrir ce nouveau concept pour égayer nos espaces urbains où malheureusement le béton règne en maître. Nous recevrons par la suite Kemal Haddar, fondateur de l'application de service VTC TemTem. Il viendra nous parler du nouveau service innovant qui devrait profiter également à la diaspora algérienne, aux Algériens installés à l'étranger, à qui nous passons évidemment le grand bonjour. Et puis on terminera avec 3 étudiants qui nous parleront d'un club scientifique qui nous viennent tout droit d'HEC. Et puis comme tous les matins, vous le savez, c'est un numéro sponsorisé par Coral Peinture. Mais dans l'immédiat, bien, c'est l'heure de votre journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. La météo, eh bien, c'est comme tous les lundis avec vous, Feli Chir. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien. J'aime beaucoup votre Gas, oui. Ah, Aujourd'hui, merci. c'est la fête. Asgas, Exactement. On va fêter ce soir la fête de Yenayir. Donc, Gas à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien, c'est un réveil sous la pluie, un réveil agité. En effet, il va pleuvoir. Météo Algérie prévoit un temps agité sur l'ensemble des régions du nord du pays, avec des pluies sous forme d'orage, accompagnées parfois de chutes de grêle en soirée vers l'ouest, le centre jusqu'à l'est du pays. À noter aussi le retour de la neige à l'intérieur ouest et centre. Sur la partie sud, eh bien, le temps sera variable. Au nord Sahara, au sud des oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil sera au rendez-vous encore une fois à l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental. Les températures, les voici. Eh bien, avec le retour de la neige, le froid s'installera à l'intérieur du pays. En effet, les températures vont baisser nettement par rapport à celles enregistrées hier. Il fera 6 degrés à Al-Beyod, 7 pour Elisenschleuf, 13 degrés à Tlemcen, 14 à Alger, on attend 12 à Sétif, Tizi Ouzou, Constantine aussi, 15 à Nabaskikda, 10 degrés à Betna, Dulfa. Et puis sur la partie sud, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud, avec un maximum de 34 degrés à Boujbadji Mourtal et Ngzam, un minimum de 13 degrés cet après-midi pour Béchar, 19 sur la partie sud aussi à Tindouf, 22 à Dar el Salah, 26 vers le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental et enfin 17 pour Hassim Saoud. À présent, eh bien, voici l'état de la mer. Pour aujourd'hui, la mer sera peu agitée sur l'ensemble des côtes avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h près des côtes ouest, entre 10 et 20 km/h près des côtes centre et enfin entre 20 et 40 km/h près des côtes est. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h. 59 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention, prudent sur la route. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Vous aurez retenu un temps très pluvieux, surtout au niveau des régions du nord. Merci Feliel. De la neige aussi. Aussi sur les hauteurs. Exactement. Très bien, et puis on vous retrouve après les journaux, les d'autres éditions, exact. 12h et 19h. Merci à vous. Excellent. Et puis rien de mieux pour entamer cette matinale avec de la musique, avec la pluie, ça fait plaisir. C'est le duo Sting et bien Mélodie Gardot pour le titre Little Something. C'est pour vous ce matin.
Le duo de Sting et Mélodie Gardot. Alors, Yazid, bonjour. Oui, chanson berbera. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Something. Vous l'avez choisi, hein. Ah ben oui, ben j'aime Sting et Mélodie Gardot. Et puis on a tendance à généralement passer que du Sting et pas le duo. Ah oui, Voilà. absolument. Alors vous êtes venu comme tous les matins à nous parler de Mohamed Dib, donc c'est l'instinct Mohamed Dib. Vous allez nous parler de poésie. Oui, je vais lui parler de poésie. Beau. Mohamed Dib, recueil de poésie publié en 1979 Oui. chez le Seuil. D'accord. Donc, la rencontre de Dib avec la poésie date de, je pense, des années 40. Il a commis le premier recueil de poésie, enfin, le premier poème, c'est Vega. Il a été publié dans la revue Forge je pense, d'Emmanuel Robles. Et à partir de là, donc, il a commencé par être l'un des grands poètes algériens, mais il est connu plus comme romancier et on oublie ce côté tous ces travaux en matière de poésie, d'ailleurs même dans les recherches, dans les essais, on trouve plus d'essais, d'écrits, de recherches sur la littérature romanesque que sur la poésie. D'accord. Alors déjà, on est curieux. Feu, beau feu. Pourquoi ce titre? Feu, beau feu, ben, faux beau feu, c'est le feu. Donc il travaille toujours sur les éléments de la vie, sur les éléments cosmiques, à savoir le feu. Les flammes. Ouais. Les flammes, un beau feu. Donc c'est une célébration de la beauté féminine. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est à 15 ans justement qu'il a commis ce beau... Non, Feu beau feu, c'était en 1979. À 15 ans, il dit qu'il avait publié son premier recueil de poésie intitulé Vega. D'accord. Vega, c'est un astre. Avant, quand on était adolescent, vous vous rappelez du personnage dans Grandizer, Wahchou Vega Vega. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça ou pas, mais Vega, c'est un astre, et Mohamed Dib, sa poésie est tellurique et cosmique, elle est solaire aussi, parce que c'est quelqu'un qui a un rapport assez chargé avec la terre, avec le soleil, avec les éléments de la vie. Basiques, voilà. L'eau, le feu, la terre. Alors, l'écrivain, on l'avait bien qu'il enchantait ses lecteurs en louant justement les grâces du feu et des flammes. Et c'est tout de même une nouvelle facette de l'écrivain qu'on voit. Ah oui, tout d'abord, je précise que ce recueil de poésie n'a pas été édité chez nous, donc on le trouve déjà dans les éditions Le Seuil et puis les éditions Différence. Et là, donc, il faut le commander sur Amazon ou sur les autres sites de livraison, etc. Mais on a essayé de faire une petite recherche et nous avons, il y a une spécialiste de Mohamed Dib, Markhouja, qui a consacré un travail sur cette poésie de Mohamed Dib. On peut trouver donc cette recherche dans un essai intitulé, je pense, c'est Poésie. Donc on peut voir donc sur le bas de l'écran donc ce travail, on peut se référer à ce travail pour comprendre un petit peu la poésie de Mohamed Dib, notamment Feu beau feu, où il y a une célébration de la femme dans son aspect charnel, dans son aspect... D'ailleurs, il fait référence à un animal, la louve et le loup. Donc il fait une référence à ces éléments thériomorphie. La thériomorphie, donc tout ce qui concerne toute cette référence à la louve et au loup. Alors, si je peux lire un petit passage, je ne sais pas s'il est prêt. Ça va arriver. En tout cas, est-ce que c'est une lecture c'est toutes les tranches d'âge c'est facile à lire même pour les jeunes enfants?
Maintenant, on ne peut pas limiter. Lui, il a écrit, et les gens doivent lire et chacun doit le prendre, le saisir avec son émotion, c'est facile à lire. Non, mais c'est un poète, c'est ça. Voilà, donc... Être paille dans la flamme, beau feu, en nourrir le feu, de temps en temps en être l'ombre aussi, vivre à ses pieds, partager sa confiance, temps en temps à genoux à traverser, parcourir la nuit chargée de ses pavots. Donc c'est un passage du poème Feu, beau feu, où on voit que Mohammed Dib fait appel à cette métaphore, à cet amour charnel, à cette image de la louve qui est aussi la femme dans son existence la plus raffinée, la plus sensuelle, donc cette sensualité. Il parle aussi de ce rapport entre l'homme et la femme, entre la femme, pas dans l'aspect, pas dans la fécondité, la femme reproductrice, mais c'est dans cette femme éternelle, Oui. dans la vie. C'est plus cet aspect-là qu'on doit retrouver dans ce feu beau feu, mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas le recueil, il n'a pas été réédité, et je pense que l'urgence est de rééditer Voilà, donc c'est un ce appel. recueil. Oui. Donc il n'est pas disponible du tout. Non, il n'est pas disponible, on ne le trouve pas. Là, c'est le trouve les en ligne éditions de la Différence, et puis il y a les éditions Le Seuil qu'il a publié déjà en 1971. Et je rappelle également que Mohammed Dib, cette image du loup et de la louve, il a été recyclé dans un autre roman qui est le Sommeil d'Ève. Donc, de Sommeil d'Ève, la rencontre entre deux personnages, Feina, c'est la femme, et Solh, c'est un rapport entre un Algérien ou un Maghrébin et une Finlandaise. Et ce rapport charnel, cet amour fou, il a été un peu travaillé en profondeur. Il y a eu une métaphore entre le loup et la louve. Il dit par exemple, le désir du loup était plus puissant. Son cœur battait trop fort pour lui. Donc on voit que Mohammed Dib, à chaque fois on dit que peut-être c'est la trilogie nordique, et c'est là il a eu rapport avec On a l'impression, oui. la mythologie nordique où il y a une forte présence du loup. Mais voyons, il s'appelle Dib. Oui. Donc il est déjà, logique. il y a une mythologie qui existe chez nous par rapport au loup, Ars Dib. Ouais. Donc tout ça, la fiance. Et puis il fait un peu un télescopage entre les mythes, entre les imaginaires. Ils ont un livre nordique des Aino Kalash qui s'appelle La fiancée du loup. Et chez nous, nous avons Ras Dib. Donc il en a joué, hein. oui, Entre son nom et légende. et on dit quand on voyage, etc., on oublie qu'on a ramené de la boue dans nos boots, dans les semelles de nos chaussures. Donc tout cet imaginaire, il est d'abord de notre terre, de notre vie et de notre Algérie éternelle. Donc en fait, c'est ce qui fait que... Voilà. Oh, merci pour cette découverte en tout cas. Déjà, Taouzini. Non, pas du tout. On a beaucoup de Java en tout cas. Ok, Donc, donc je rappelle cette juste découverte. que pour ceux qui veulent un peu comprendre la poésie de Dib, il y a un site, Poésie. Donc nous allons peut-être le voir au bout. Hanan. Et puis il y a aussi. Ça vient. Donc il y a Poésie, Poe, donc Poe dans le sens Edgar Poe, et poésie. Donc on peut trouver tout un travail de recherche Qui a été fait là-dessus. sur la poésie de Mohammed Dib. Très bien, merci alors. Merci Yazid, on vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Et ça ne sera pas aussi court qu'aujourd'hui, ça je peux vous le promettre. Peut-être voilà.
il y a amarkhoja55free.fr et puis ESO, PO, EC, PO, DIB. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur Google, pas de problème. La prochaine fois, ça sera peut-être un roman, je pense un été africain. Ah, voilà. C'est bien. Ok, mais Super. ça parle de rapport à la révolution, ça n'a rien à voir avec la saga africaine. Hein. D'accord, j'y ai pensé, j'ai failli croire. Merci beaucoup en tout cas pour l'heure. Eh bien, on va à Béjaïa, du côté de Béjaïa, avec notre journaliste Feriel Hamdi. Elle nous emmène ce matin dans les entrailles d'une huilerie du nom de Eril Ali. Ça se passe dans le village de Eiterzin, regardez. Au piémont des monts d'Eiterzin, dans la wilaya de Béjaïa, les familles poursuivent la cueillette des olives. Dans cette région à vocation traditionnellement oléicole, les intrus doivent faire montre de beaucoup d'applications pour comprendre le processus de production de la précieuse huile d'olive, depuis la cueillette jusqu'à l'extraction. Grands et petits, hommes et femmes s'y mettent au travail, une tradition ancestrale qui se transmet de génération en génération. Quand la période de la cueillette arrive, c'est toute la famille qui se mobilise pour aller ramasser ce fruit sacré. معايا زوجي هذه عشت معها قريب 50 سنة الحمد لله عندنا الأولاد ورانا عايشين والحمد لله رب العالمين. Notre région est une région agricole. J'ai toujours aidé ma mère pour la cueillette depuis mon enfance. Mon père était en France, mes frères étaient jeunes, donc il fallait l'aider. La cueillette d'olives est une tradition ancestrale. À cet effet, M. Bouzid Jahid, exploitant une huilerie moderne, souligne que beaucoup de familles et propriétaires de vergers oléicoles penchent pour les huileries modernes, le fait d'être 3 à 4 fois plus rapide que les traditionnelles. Le village Eiterzin, احنا رانا في التوري تاع بلا عندنا une huilerie moderne, une grande huilerie معصرة كبيرة تخدم 30 قنطار في الساعة والدشرة تاع الشهداء عندنا لونفيرون 101 شهيد 101 شهيد وعندنا ميم لي فام عندنا واقيلا 5 فام خدموا في الاخر في الجبل والدشرة تاع الفلاحة الزيتون الخروب نجمعوا الخروب نجمعوا الاخر الكرموس الهندي ولا كيفاش تقولوا له والناس كاع عايشين فيها والسلام. المليحه لازم تكون مره باسكو الزيت كاين الاكسترا فيرج كاين لا فيرج كاين لا كورونت كاين لا نون بونت الاكسترا فيرج تجي مره موان 0.8 داسيد في 0.8 حتى ل 2 تجيك لا فيرج من 2 حتى ل 3 تجيك لا كورونت والاخر كاع لا نون بونت ما يصلحش الماكله. Même si les appréciations des huileries divergent, il demeure toujours unanimement reconnu que l'olivier représente un arbre béni, dont le fruit fournit une huile qui sert à la fois à l'alimentation et à la médication, à condition d'être extraite conformément aux critères requis. Et on accueille notre rubricaire du lundi, Ahmed Ghali. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Comment ça va? Alhamdoulilah la yaïch. Amegaz, voilà. On est à la veille de Yanaïr, donc exactement. Le nouvel an berbère, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Exactement. Donc, c'est en fait un calendrier parmi tant d'autres dans toutes les cultures. Et bon,
pratiquement toutes les cultures, historiquement, ont créé leur propre calendrier, bien sûr avec des emprunts par-ci, par-là, donc Oui. on consolide. Il y a la souche d'origine, il y a le calendrier d'origine, puis bien sûr avec le transfert de culture, des transferts de savoir, de connaissances, on alimente au calendrier, on l'arrange. Par exemple, le calendrier julien, qui est le calendrier romain, la réforme julienne, elle a été basée sur l'expérience égyptienne. Oui. Donc c'est un astronome égyptien qui a conseillé à Jules César comment réformer son calendrier pour le corriger. Donc le calendrier agraire nord-africain, que maintenant on appelle le calendrier amazigh, oui, pourquoi pas. Mais d'origine, dans les manuscrits, on trouve le calendrier agraire ou le Sana al-Ajamiya ou des noms comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? Il n'y a pas que Innayer. Donc, par-delà Innayer, il y a plein d'informations qu'il y a dans le calendrier. Donc, bien sûr, ces informations, ou bien elles sont distillées dans la connaissance populaire, donc à travers les proverbes, à travers les dictons, à travers le savoir que les gens se transmettent les uns aux autres, les générations se transmettent, ou à travers les manuscrits. Eh bien, il se trouve qu'il y a beaucoup de manuscrits dans les bibliothèques qui parlent du calendrier agraire. Donc, j'en ai consulté, je dirais, presque 2 douzaines. Donc, j'ai essayé d'analyser pour essayer de venir avec le résultat pour vous exposer maintenant. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier? Le calendrier, en soi, c'est quoi? C'est le code de la route du temps. Oui. Donc, comment organiser son temps, comment comprendre, comment essayer en choisissant quelques repères dans le temps, dans l'année. Donc, on voit l'effet du temps sur nous parce qu'on vieillit, parce qu'on grandit, parce qu'on voit l'effet. Mais pour mesurer ce temps, on a besoin de cycles. Donc, et de repères aussi. Voilà, de repères. Donc, le cycle le plus simple, donc on voit là maintenant, on voit directement un manuscrit sur la forme du calendrier agraire tel qu'il est. C'est des tableaux, on a le nom du mois et on a les dates, donc on a les chiffres. Et à côté de chaque chiffre, on a la tâche ou l'événement qui est associé à ce jour. Donc le 1er janvier, qu'est-ce qu'il y a? Le 2 janvier, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis on a une remarque générale qui parle des grandes caractéristiques du mois. Donc en général, qu'est-ce qu'il y a? C'est un mois froid, il y a des fraîcheurs, il y a des vents, il y a des pluies, il y a de la neige. Donc c'est tout ça, c'est ça le calendrier, c'est ça le contenu du calendrier classique. Donc c'est pas juste les aspects ethnographiques, les aspects anthropologiques qui ressortent. Donc on mange du couscous, on égorge un coq, il n'y a pas que ça. Donc il y a un savoir qui est derrière et ce savoir il a été transmis. Là on voit directement le tableau des effets de la réforme grégorienne sur le calendrier julien. Donc le premier jour, en fait, en 1582, il y avait un décalage de 10 jours. Actuellement, le décalage est de 14 jours. Oui. Donc entre l'année civile et Yennayer, maintenant on a un décalage de 14 jours, pas de 12 jours. Donc ça, c'est des choses scientifiques, c'est connu. Donc quand on consulte ces calendriers, le calendrier agraire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des informations. Il y a plusieurs types d'informations. Il y a l'astronomie, il y a des instructions médicales, il y a de la diététique, il y a bien sûr des instructions et des tâches agricoles qu'il faut faire. Il y a aussi beaucoup de cultures populaires donc, qui sont associées. Et il y a aussi la vie animale, donc associée. Donc au mois de février, à la fin, donc on a par exemple les insectes qui reviennent, qui réapparaissent. Donc il y a la reproduction. Eux aussi, ils ont leur calendrier. Hein. Bien sûr, c'est des cycles naturels qui sont enregistrés dans des documents et qui étaient les détenteurs de ce savoir. Ce n'est pas le simple paysan. Donc, c'était, en Kabylie, on appelait ça les ahsaben, donc c'est des gens qui savaient le calcul, ou bien c'était les tolba, ou bien carrément on allait consulter le Cheikh Zawiya ou Cheikh al-Jama. Ils avaient tous un document, donc un petit carnet, où ils avaient tout ça en note. Moi, j'en ai un que j'ai, c'est le calendrier que m'avait donné exactement, c'est Cheikh Amar Ben Zine, c'est un vieux Cheikh Imam qui était dans notre quartier. Il m'a ramené son propre carnet, il m'a demandé de le recopier. Il est décédé pendant les années 90. Et vous l'avez recopié? Je l'ai recopié. Et le document lui-même, lui, il l'a écrit en 1969. Donc il y a toutes ces informations. Donc c'est comme ça que les gens se transmettaient. Il y a aussi, par exemple, Cheikh Ibrahim qui a édité un livre sur ça, Mufakkira Filahiyya. Ça, c'est le calendrier, il y a toutes les informations. D'accord, voilà. Je pense que vous le gardez précieusement. Bien sûr, heureusement. Et puis, je voudrais revenir sur l'aspect agricole. Donc, les moissons à l'époque, l'ancienne époque, ça incarnait quand même
l'espoir de la nouvelle année. Bien sûr, donc le début de l'année. En fait, l'hiver, c'est une période creuse. Il n'y a pas de travaux agricoles, il n'y a rien parce qu'il fait froid, parce qu'il y a de la neige, parce qu'on ne sort pas. Donc c'est une période creuse, c'est pratiquement la période des femmes. Donc pendant cette période, c'est pendant que les femmes travaillaient la laine, donc elles préparaient. Il n'y a pas de travail, de travaux de champ, il n'y en a pas pendant cette période. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'Yali. Il fait très froid, mais on associe à ces Liali des prises de médicaments, c'est des cures qu'ils faisaient. Donc c'est ça dans le calendrier. Et puis il y a la période là où il y a le plus de tâches, c'est le printemps. Oui. Printemps, il y a plus de tâches, donc ils font les champs, ils vont, ils taillent, donc il y a plein de travaux à faire. Et la meilleure période, les gens, c'est le kharif. Le kharif parce que c'est les fruits. Donc là, ils se gavent de fruits, ils étaient tout heureux. Donc et c'était tellement bon. Donc c'est les figues, puis tout de suite après, il y a les olives, il y a plein de fruits qui sont cuits pendant cette période. Alors, qu'est-ce que vous pouvez justement nous apprendre sur cette date? Alors, on sait bien qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, comme etc. Cycle, voilà, exactement. Les cycles qu'on connaît, que les gens entendent parler de Smaïm. Oui. C'est pendant l'été, c'est les grandes chaleurs, c'est entre août jusqu'à début septembre. Il y a aussi l'Yali, c'est les grands froids. Donc c'est entre décembre et janvier. Il y a Manissan, c'est le mois d'avril. Les pluies d'avril, c'est les meilleures. Donc, comme disait mon grand-père, parce qu'il paraît que quand il pleut pendant le mois d'avril, ça repousse et ça crée des pousses. Et c'est tellement beau et c'est très bon pour le blé. Donc, il y a plein de dictons comme ça qui disent, bon, je ne sais pas. سنين ليهم دلايل في الليل مطر وفي النهار قوايل. Donc il y a plein de dictons comme ça. Ça c'est les proverbes de Ben Cheneb. اللي يحب نادرو يكبر يحرث من يوم 10 شو تنبر. Donc après le 10 décembre, donc quand on laboure après le 10, donc on a plus de chances d'avoir de faire une meilleure récolte. Et puis il y a les oiseaux aussi qui disent c'est en gros voilà, enlever la laine. C'est l'heure d'enlever la laine. Voilà, exactement. Il y a aussi les légendes, l'aspect légendaire qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, donc, bien sûr. On en connaît plein sur la toile. Voilà, vous en connaissez exactement. une? J'en connais celui de la vieille. Donc, c'est la vieille qui a décidé de sortir à la fin de janvier. Donc, elle disait bon, c'est la fin elle a cru que c'était la fin des neiges. Donc, elle peut sortir avec son troupeau. Et puis, janvier qui s'énerve, il va demander à février de lui prêter un jour. Il lui prête, il lui dit des trucs comme ça. Il y a plein de. Voilà, c'est des aspects. Plein de légendes. En tout cas, légendes, alors, d'après de ce qui nous reste aussi de la célébration de Yannel, eh bien, il y a le fameux dîner en famille qu'il va falloir peut-être ajourner cette année pour des raisons sanitaires ou alors en comité vraiment restreint. Voilà. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Oui, bien sûr, en comité restreint. Très bien. On l'espère. Merci d'avoir été avec moi, Ahmed Belhassan. Et puis, on vous retrouvera lundi prochain. Et puis, on se retrouve juste après cette boucle.
Et on accueille notre première invitée, très charmante, Nessima Abdelrahman, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allah yselmek, c'est un plaisir. Plusieurs travaux en même temps. Tout à fait. Merci. Alors, vous avez justement élaboré une maquette, créé une maquette autour d'une maison traditionnelle. Une maison traditionnelle, mais essentiellement comme élément principal, c'est l'olivier, qui est la symbolique un petit peu, je vous souhaiterais qu'il reste la symbolique de Neyer, cet arbre béni, prospère, béni, qui procure de la richesse, et c'est l'élément principal, vital de toutes les montagnes et les berbères. Et donc autour de cet olivier, j'ai recréé un petit peu les souvenirs d'enfance que j'ai eu la chance de voir et de vivre avec les grands-parents, et un peu immortaliser cette vie sociale et chaleureuse et pleine d'amour malgré les difficultés et puis la dureté de la vie dans les montagnes. D'accord, alors vous faites ça à côté de votre travail de journaliste. C'est facile d'allier les deux? Là, c'est une première initiative. Je n'ai pas la prétention de remplacer les artistes ou les artisans. Tout à fait. Là, c'est juste une première initiative pour dire pourquoi l'olivier ne devienne pas la symbolique de Neyer. D'ailleurs, par la même occasion, je lance un appel en direction du ministère de la Culture d'organiser un concours en direction des artistes et des artisans pour pouvoir, rendre hommage à cet arbre et qu'il devienne la symbolique de Neyer, autour duquel il reproduire tout un patrimoine. Parce que ce patrimoine-là, les traditions, c'est ce qui ravive en nous un souvenir et qui nous laisse garder le lien avec le passé et immortaliser en mémoire les chers, les personnes qu'on aime, même si elles ne sont plus là. Exactement, et pouvoir justement transmettre aux jeunes générations. Voilà, et faire connaître aux jeunes générations. Qui ne connaîtront peut-être jamais. Tout à fait. Voilà, avec la mondialisation aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Exactement. De garder les sources et s'en souvenir. Alors, je ne sais pas si on a des photos de cette maquette. Tout à fait, oui. Vous avez utilisé quel matériau? C'est des matériaux très simples. C'est des tiges de bois, c'est rhabiller un carton pour reconstituer. De la récupération? C'est de la récupération. Encore mieux. Tout à fait. Je ne sais pas si le reportage est prêt. C'est la cohabitation avec l'environnement. C'est comment cohabiter avec l'environnement sans qu'il y ait trop de déchets. Voilà, et pouvoir en faire une œuvre d'art. Très bien, on regarde. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous a reçus chez elle Madame Abdelrahman Nessima, journaliste et productrice. Pour elle, Yener est une fête antique qui a résisté des siècles et des millénaires durant. À toute forme d'oubli, n'a rien perdu. Aujourd'hui, de ses rites ni de ses traditions. Je pense que la tradition ravive en nous un sentiment de nostalgie et qui nous laisse en lien avec un passé, ce passé-là qu'on a vécu, qu'on a eu la chance du moins de voir un tout petit peu et qui nous garde en lien avec des gens qu'on aime, même s'ils ne sont pas parmi nous. Nessima a réalisé une maquette. À travers cette dernière, nous montre et nous explique l'importance de cette fête du Nouvel An à Mézir. Dans tous les pays, je crois qu'ils célèbrent les événements, leur patrimoine, les traditions avec beaucoup de fierté. J'ai dit pourquoi pas nous? On a une richesse, un territoire immense, une diversité culturelle et il est temps de se pencher sur notre patrimoine et de le valoriser parce que moi j'estime que les traditions restent après avoir tout perdu. Et l'idée était venue de là et assurer la transmission. Beaucoup maintenant de nouvelles générations ne connaissent pas la vie que menaient nos grands-parents. Et quand vous représentez, comme c'est représenté maintenant dans cette maquette, le métier à tisser, il y a très peu de jeunes personnes, du moins mes enfants ou peut-être les enfants des autres, ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le métier à tisser, alors que c'était la principale activité de la femme à l'époque.
Mais ce qui a attiré notre attention, c'est bien l'olivier, symbole de paix, d'union et de réconciliation. Il y a une petite décoration qui correspond à l'événement, à l'anniversaire d'El-Nayer. Et là, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de développer davantage cette décoration et de lui donner un meilleur sens autour de l'olivier. Cet olivier sacré, sacré par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents depuis la nuit des temps. Cet arbre béni et qui rapporte ses fruits, qui revêt d'une importance économique essentiellement, autour duquel j'ai fait toute une décoration, une conception de la vie de l'époque. À travers cette maquette, Nessima nous raconte la vie d'antan, les traditions et rites associés à la tradition, les activités d'entraide, les activités artisanales, la maison kabyle aussi. La fête de El-Nayer est une valeur symbole profondément ancrée dans la mémoire collective. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Une émission sponsorisée par Coral Peinture. Alors, on avait vu Nessima. Oui. Merci pour cette très belle maquette. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et c'est une première et je souhaiterais que l'année prochaine, pour chaque El-Nayer, il y aura un olivier dans chaque foyer pour le fêter autour de cet arbre béni. Et je souhaiterais quand même faire un appel en direction du ministère de la Culture pour organiser un tourisme en direction des enfants et faire connaître toute cette vie que nous adorons tous, nous, en tant qu'adultes, que nous avons eu la chance de connaître. Et connaître son passé, c'est une manière de le préserver à vie. Exactement. Voilà, et l'éterniser. J'aimerais juste revenir sur le fait que vous avez dit c'est une première. Alors, je tiens à préciser que vous êtes la première à avoir pris cette initiative d'élaborer une maquette autour d'El-Nayer et un petit peu une symbolique de la vie de la campagne, des souvenirs des grands-parents et regrouper tous les ustensiles, le matériel, le culinaire. On a essayé un petit peu, du moins ce que j'ai pu faire, de rassembler tous les éléments que j'ai en mémoire. Justement, en parlant de matériaux, le toit de la petite maisonnette. C'est les cuillères en plastique, c'est du carton pour faire la maisonnette, c'est des petits bâtonnets que j'ai récupérés du jardin, c'est un petit peu de bout de plastique pour faire le berceau, vous avez vu le berceau. Zéro investissement, mais il n'y a pas l'investissement du temps. Oui, voilà, à l'exception du temps, bien sûr, de la disponibilité, mais sinon, non, tout est à partir de la récupération, c'est un clin d'œil envers l'environnement. D'accord, vous avez des projets dans ce sens-là, dans le côté artistique peut-être? Je l'espère, si j'aurai le temps, oui, je l'espère, mais moi surtout, moi je tiens que le ministère de la Culture lance un appel, organiser des concours en direction des artisans, des artistes, et que ça devienne une économie propre. Hein. C'est ces gens-là maintenant, il faut leur donner la chance de s'exprimer, de faire la recherche dans notre patrimoine et le valoriser davantage. Bon, moi, c'est une première initiative, c'est donner un petit peu une idée générale, mais je suis partie un petit peu dans le petit détail, mais il y a beaucoup de choses à faire représenter encore. Hein. Donc là, ce que j'ai pu, du moins en mémoire, ce que j'ai gardé en mémoire par rapport à mes vacances au bled. Voilà, donc, très bien. En tout cas, merci Nessima Abdelrahman. C'est moi. Assegas Megas encore une fois. Assegas santé et bonheur pour tous les Algériens, pour la paix pour l'Algérie, Inch'Allah. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Un dîner, oui, c'est le couscous, c'est les
couscous et la charchoura, je la garde pour demain parce que c'est un petit peu lourd pour le soir. Voilà. Vous faites votre... Mais ça reste toujours, voilà, c'est toujours à partir du blé. On peut fermer les yeux pour une fois dans l'année. Voilà. Tout à fait. Avec la dure année qu'on vient de passer, ça voilà. peut que nous faire plaisir. Très bien, on accueille notre second invité, Omar Khital, bonjour. Alors, vous représentez l'office de Riyad Feth. Merci à vous aussi. Pour tout le monde, santé avant tout, c'est plus important. Algérie. Oui, comme toutes les années, on célèbre Yennayer en culture. Donc, il y a un riche programme qui est prévu, j'imagine. Oui, on a une exposition à la salle France Fanon et l'exposition de signes berbères. Il y a plein d'artistes qui sont venus, avec leurs œuvres, qui parlent de la culture berbère, du signe berbère. La thématique, elle est en couleur, oui, en forme, c'est-à-dire toutes leurs capacités artistiques l'ont exploité sur des toiles qui parlent de la culture berbère, de l'historique, de même la signification des signes. Histoire, culture, tradition, coutume. Exactement. C'est sur combien de jours? Sur 5 jours. D'accord, sur 5 jours jusqu'à samedi. Et puis, on a aussi des artistes qui vont réaliser des œuvres sur place. Il va y avoir des fresques, donc toujours sur le thème. Il va y avoir aussi, en parallèle, des musiciens qui vont jouer. L'ambiance très festive, en tout cas. Oui. Ça aurait été bien d'exposer la maquette de Nassim Abdelrahman. Oui, pourquoi pas? Oui, avec plaisir, venez vous échangerez vos numéros de téléphone? Avec grand plaisir, oui, bien sûr. L'Office Riyad Feth est vraiment, il met à l'honneur cet événement. C'est parce que c'est notre culture, c'est notre... Il faut y aller dans la transmission. Totalement. Il faut y aller dans la transmission. C'est au niveau de la salle d'exposition France Fanon et les ateliers seront dans le hall de la salle Ibn Zaydoun. D'accord. Est-ce que vous vous attendez à recevoir beaucoup de monde? Oui. On espère qu'ils vont respecter les gestes barrières. Ça c'est sûr. Avec distanciation et port du masque. Oui. Le port est obligatoire du masque et le gel hydro, il est toujours disponible. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci de... Et puis les artistes, maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus alarmistes sur cette pandémie. Je pense qu'ils vont respecter. Dès qu'on a l'occasion, bien sensibiliser, on rappelle encore. Et puis on rappelle tous les jours. Tous les jours, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'exposition? Il y a de l'art traditionnel. De l'art plastique, beaucoup plus. Beaucoup d'art plastique. Le travail de Riyad Feth, c'est beaucoup plus l'art plastique, l'artisanat, il y a plusieurs... D'accord. Tout ce qui est culturel. En termes d'ateliers, c'est aussi pour les enfants? Il y a des artistes, oui, bien sûr, les enfants sont concernés. On en a fait, bien sûr. Beaucoup plus, oui, beaucoup plus. C'est pour leur inculquer le patrimoine, l'identité. C'est sauvegarder l'identité. Exactement, et faire transmettre tout perdu. Et transmettre justement aux enfants, parce que c'est très important. Voilà. Mais c'est ceux-là qui sont concernés de toutes les manières. C'est les traditions, le patrimoine, c'est ce qui va rester après avoir tout perdu. Exactement, comme dirait un adage, mourir sans transmettre, c'est partir en voleur. Exactement, c'est très bien dit. C'est bien dit, voilà. C'est vrai. Voilà, donc là, notre devoir à nous, toute personne concernée par la culture, par la transmission, par l'information, il faut y aller de l'avant. Et c'est en nouvelle génération qu'il faut les inculquer. L'adulte, ça y est, bon, à la limite, c'est une manière... On apprend toujours à faire... On apprend. Mais beaucoup plus. Les enfants, parce que pour pouvoir subsister tant que peuple, il faut garder ses traditions, son identité. Sinon, vous allez être noyé dans la masse. Et pour se distinguer, je crois, c'est des rendez-vous pareils et qu'ils devraient aller continuer. C'est toute l'année. Yennayer, c'est pas uniquement... c'est toute l'année, bien sûr. Oui, c'est toute l'année. C'est toute la vie, si vous voulez. Et puis l'Office Riyad Feth aussi, on va aussi faire des ateliers permanents
concernant beaucoup d'activités artistiques. D'accord. Que ce soit art plastique, le signe berbère aussi, c'est-à-dire la signification de l'art culinaire. Il y aura la dégustation. Ben oui. On viendra alors. Il faut venir, oui. J'invite tous les téléspectateurs, des gens à venir voir, assister aux ateliers aussi, c'est très important, oui, c'est très bénéfique. Mais surtout, aussi. moi, je pense, comme je l'avais dit, c'est beaucoup plus maintenant encourager le tourisme pour revisiter notre patrimoine. Il faut qu'il y ait sur les lieux où il y a eu la naissance de ce patrimoine et cette identité. Et là, le travail du ministère de la Culture, en contribution avec le ministère de l'Éducation, en direction des enfants, il est très important aujourd'hui. Et c'est la sonnette d'alarme maintenant il est temps de se pencher sur ça parce que tout à fait. Merci Nassima Abdelrahman, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste productrice, vous avez réalisé une très belle maquette. Je vous remercie. Qu'on n'hésitera pas à exposer peut-être. Ah oui, avec plaisir. Venez au Riyad. On insiste. Avec plaisir. Merci Marc-Ritter, merci. Je vous en prie. Bon courage pour les prochains jours. On sait que vous allez être débordés. Beaucoup de monde vous attend. Merci beaucoup. Eh bien, avant de retrouver Mélim Oussaïd sur plateau, c'est au niveau du barrage de Douéra que nous la retrouvons pour le reportage qui va suivre. Un barrage terrain propice pour l'agriculture solidaire. Regardez. Installée depuis peu aux abords du barrage de Douéra, l'association Torba a déjà pris racine sur les lieux. Une nouvelle aventure qui commence avec tous les membres. C'est un projet que Torba porte depuis sa création finalement. C'est d'avoir un lieu où toutes ces activités, comme je vous disais, de formation, d'accueil du public, de jardin partagé des familles, d'accueil, de sensibilisation grand public, et aussi d'incubation et de formation des agriculteurs et des porteurs de projets. Le tout en un seul lieu. Et c'est ce qu'on a eu l'opportunité d'avoir avec l'Agence nationale des barrages et transferts et notre autre partenaire qui est l'Office national de l'irrigation et du drainage. Donc d'avoir ce lieu-là que vous voyez, le barrage de Douéra. On a eu 4 hectares ici pour justement ces activités-là. Alors il n'est pas neuf comme je vous l'ai dit, mais en même temps toutes ces activités vont être situées dans le même lieu et pourront donc être plus efficace. Bien sûr, on va parler de jardin partagé où chaque famille aura droit à une parcelle de 30 à 40 mètres carrés qu'elle pourra donc utiliser pour faire ses propres légumes, ses propres fruits. Ils pourront être formés donc par nos soins, nos encadreurs à l'agroécologie qui est notre leitmotiv, donc l'agriculture saine et durable qui protège l'environnement et la santé humaine. Voilà. Et qui n'utilise surtout pas de produits chimiques ni d'intrants. Voilà. Donc on parlera aussi de formation pour les jeunes, donc il y aura des parcelles pour les juniors, pour les enfants, parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays. On les formera justement à respecter la nature, à la préserver et aussi à mieux se nourrir, à retrouver nos terroirs algériens et à aussi trouver une autre manière de vivre dans ces jardins partagés. C'est toujours dans le respect de la terre et de la nature que l'agencement de la ferme pédagogique et agroécologique se met en place. Le but principal est de développer une agriculture périurbaine fondée sur la permaculture. Alors ici, on est au niveau des parcelles qui vont accueillir des familles, 30 à 50 mètres carrés, ça dépend, par rapport à cette petite, qui paraît quand même grande. Ils vont apprendre ici à cultiver leurs propres légumes, donc ils vont accueillir, on va en avoir, prévu pour l'année en cours, au moins une cinquantaine de parcelles, donc une cinquantaine de familles. Et peut-être même 2 familles par parcelle, ça nous en fera un peu plus. Voilà, nous avons délimité les premières parcelles, mais on devra occuper jusqu'à nos 2 hectares qui nous ont été alloués. Voilà, vous voyez ici, la paille qui se trouve être ici, c'est pas pour rien, c'est un paillage qui sert à protéger, en même temps à se décomposer, à nourrir la terre. Donc c'est une fertilisation naturelle, en même temps que c'est une protection, en même temps que ça limite les arrosages, en même temps qu'il y a plein de techniques qu'on trouvera comme ça dans ces petits jardins pour cultiver sainement.
ce qu'on a récupéré donc, de chez Ledeval, l'entreprise de valorisation d'espaces verts d'Alger. C'est ces coupes d'arbres qu'ils font régulièrement chaque année. Et nous, c'est du pain béni. Ces coupes-là, on va les transformer en matière organique qui va fertiliser nos sols. On va bien sûr les broyer et les intégrer donc, au paillage que vous avez vu tout à l'heure. Donc on a et ils vont nous alimenter régulièrement. Donc on pourra avoir cette fertilité et donc forcément ne pas utiliser de matière chimique pour fertiliser nos sols. Par ailleurs, vous voyez à côté, le don de l'ANBT, ils nous ont donné des roulottes pour faire un peu des bureaux, pour faire mettre à disposition des formations. Les parties théoriques se feront à l'intérieur, les parties pratiques se feront sur terrain, bien sûr. Donc, ils nous ont aussi offert ces roulottes qu'on va équiper et qu'on va organiser pour faire nos formations et nos réunions. Faire prendre conscience aux citadins de l'importance de garder les liens avec la nature, manger plus sainement, faire pousser ses propres légumes et avoir des gestes éco-responsables sont les objectifs de l'association Torba. Et c'est avec joie que nous recevons notre chroniqueuse qui a la main verte pour la rubrique Coin Vert. Bonjour Mariam. Bonjour Nour. Vous êtes partout? Oui. À l'antenne, enfin le reportage. Sur le plateau. J'aime bien me balader. En tout cas, on sent que vous aimez ce que vous faites. Alors, l'association Tolba, vous connaissez? Oui, donc j'ai déjà travaillé avec cette association qui milite, qui travaille beaucoup donc, pour sauvegarder déjà les graines anciennes de notre pays, qui travaille aussi surtout à sensibiliser les citoyens, à avoir, comme le disait très bien dans le reportage, donc à se nourrir différemment et essayer de prendre conscience et surtout de ne pas perdre les liens avec la nature. Très bien. Et vous êtes venu ce matin nous parler de la permaculture. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, la permaculture, c'est quoi? On va dire que c'est un concept nouveau, mais en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce que c'est une manière de cultiver la terre, on va dire de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on va reproduire exactement ce qui se passe dans la nature. On va essayer de reproduire et de laisser faire la nature, que ce soit dans nos potagers ou dans notre manière de cultiver. Voilà. D'accord. Est-ce que ça peut être une alternative au jardinage? Une alternative, non. C'est-à-dire qu'on va jardiner de cette manière. Une nouvelle méthode de jardinage, voilà. Alors, c'est vraiment ancestral. Il faut pas penser que c'est nouveau. En fait, depuis l'aube des temps, ce qu'a fait l'être humain, c'est qu'il a toujours observé la nature et reproduit, tout simplement. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'industrialisation de l'agriculture. Donc, c'est des grandes cultures, c'est des étendues à perte de vue d'une seule et unique culture, la monoculture, qui a fait qu'on a trouvé toutes les failles au niveau de cette manière de cultiver. Il y a énormément de failles, on s'en rend compte maintenant. Alors, entre les intrants, pesticides et même aussi, on va dire, les ajouts aussi. Oui. Donc, tout ça, on s'est rendu compte que c'est néfaste. Que ça soit néfaste pour l'être humain ou pour la nature. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de retourner comme faisaient autrefois nos aïeux, nos parents, nos grands-parents. Donc, ils cultivaient la terre d'une manière saine, c'est-à-dire que les fruits et légumes, à chaque saison, la terre, on la laisse reposer. Ce qu'on fait aussi, les mauvaises herbes aussi, on a une très mauvaise idée. Tout le monde dit les mauvaises herbes, mais en fait, il n'existe pas de mauvaises herbes. Oui. Elles sont toutes utiles, chacune a son utilité dans une petite parcelle. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est essayer aussi... Tout comme le fumier, hein, ça exact, oui. Ça sert à quelque chose. Oui. Alors, on en est où aujourd'hui en Algérie en termes de permaculture? On en est où? C'est que, qu'on ne veuille ou non, on a commencé un petit peu à prendre le train. On est dans l'agriculture intensive. On commence à mettre le pied à l'intérieur. En fait, on ne peut pas y échapper. C'est ça qu'il faut savoir. On ne peut pas y échapper parce qu'il faut nourrir toute la population. Donc, on doit passer par là. Mais toujours en essayant quand même de sensibiliser le citoyen, de ne pas faire cette coupure. Essayer quand même de garder nos traditions, qu'il y ait quelques personnes qui continuent on va dire, à cultiver de cette manière-là. Et qui le transmettent aussi aux jeunes générations. Exactement, on est exactement. Dans cette transmission. Voilà. Comme toute chose, eh bien, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Oui. Alors, qu'est-ce que pourraient être les inconvénients de la permaculture? C'est qu'en fait, il faut travailler souvent.
C'est pas aussi simple que l'agriculture où on utilise tout simplement, alors on va mettre des pesticides, des engrais, voilà, oui. ou alors on met des engrais, on laisse ça pousser, c'est beau, c'est grand, oui, c'est bien joli. Mais après, pour la permaculture, ça doit être un travail permanent, c'est-à-dire qu'on va suivre son jardin, son potager. La permaculture, généralement, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre plusieurs plantes en même temps. Donc, agriculture permanente. Voilà, agriculture permanente, c'est-à-dire qu'on mettra des légumes, à côté on mettra des fleurs, à côté on mettra des aromates, et s'il y a une petite plante, on va dire comme ils disent, une mauvaise herbe, une petite herbe qui pousse, on la laissera, parce qu'elle aura son utilité. Donc l'une protégera l'autre. Ce qui s'est passé avec l'agriculture intensive, c'est qu'il faut savoir que plus une plante vit longtemps, plus elle développera son propre système pour se défendre. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser. Peut-être que les fruits la première année ne seront pas très bons, ne seront pas très gros, il n'aura pas une grande quantité. Mais voilà, il faut être patient, il faut la laisser. C'est comme en fait, comme pour un être humain, il faut la laisser développer ses propres. Chez nous, c'est les anticorps, mais eux, ils apprennent à se défendre, les plantes. Et en fait, elle transmettra ça à ses enfants. Alors dans les graines, exactement, dans ses graines, elle transmettra ce gène pour se protéger de tel ou tel, on va dire, que ce soit comment dire ça, les pucerons ou alors les araignées, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui abîment les plantes. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Alors, c'est une agriculture permanente, hein, clairement. Donc, c'est pas du rentable, mais il faut que ça soit autonome. Oui, exactement. C'est clair que ça ne va pas être des productions immensissimes, mais déjà, si on réussit à faire comme on veut l'autonomie, donc si déjà on peut avoir une ferme où on peut avoir absolument tout à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Donc l'association Torba, pourquoi je me suis intéressée à eux? Parce que quand même 2 hectares du côté de Douera, c'est pas très loin d'Alger. Donc ces petits jardins permanents, c'est à peu près 20 à 30 mètres carrés pour une personne ou une famille, ça dépend. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils visent tout le monde. On dit que c'est généralement des personnes d'un certain âge qui aiment jardiner, qui aiment s'occuper de la terre. Mais maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'initier même les enfants. Même les enfants, on essaye de leur inculquer cet esprit de manger sainement et surtout de respecter la nature. Très bien, merci Mariam, on vous retrouvera lundi prochain. Inch'Allah, avec grand plaisir. En tout cas, on a hâte de vous réécouter lundi prochain avec aussi des reportages. On vous laisse avec cette respiration musicale et on revient juste après. كان إذ يدني تسحو الفوق حمل وسان إذ يثوذر ذات الشنوق حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوق مرت شراق حمل غثي رقاثي ذر الحواج المنطاق كره غدو كان بريدي ذمذي الفراق حمل غدو كان شري بغي غنكذ مثل الحاق كره غيم الطين اللوفن ما يحزن حمل غثي غري غاردي يسماد الزوزان حمل غثي كثير إذ يسوى ولي وزان حمل غرجان إذ يدني تسحو الفوق حمل غسان إذ يثوذر ذات شنوق حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوق عقل يراناغ من نغلو كان فشل وتسيس الفاغ من نغلو كان بتسمح نسانا سيانا
كان لهنا تسيد ساب زداغ شرح القانون إذي لحق براني إذي يا مغبون ثبت عصور جنثلي لا تصغرون نكون إذي سنة نتوالي حمل غنشا إذي Et on accueille nos 3 étudiants qui nous viennent tout droit d'HEC. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes 3, vous êtes nombreux. Alors, Boumeslat Sofia, Zwawi Zakaria et Bosbah Noha. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes partie d'un club scientifique. Oui, exactement. Son nom Alumni HEC Alger. Très bien, vous êtes synchro en plus. Oui. J'espère pour vous que vous n'avez pas cours. Nous, pas encore, puisque c'est par vague. Donc, cet après-midi, ça va, vous avez largement le temps. Oui. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de ce club Alors, scientifique? Alumni HEC Alger est un club scientifique qui a pour but de mettre en relation les étudiants en cours de formation universitaire avec le monde professionnel, ce qui fait donc les ex-diplômés et ceux qui sont aujourd'hui dans le monde du travail. D'accord. Est-ce que vous êtes vous-même formateur? Non. Pas encore, non. Oui, on est simplement. On fait appel aux formateurs justement, aux ex-diplômés, ceux qui font l'image de nos formateurs. D'accord. Alors, vous existez depuis combien de temps? Depuis 2015. D'accord. Donc, j'imagine qu'il y a eu des retours. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été formés par ce club? Oui. Et qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité? Pas encore, parce que si on parle des membres du côté interne, alors la première promo, puisqu'il est fondé en 2015, la première promo, elle a eu son diplôme juste à l'âme. Du coup, on ne sait toujours pas, ils se sont lancés dans le monde du start-up. Beaucoup de nos membres se sont lancés dans ce monde-là et ils sont en train de travailler sur la concrétisation de leurs projets. D'accord, alors vous avez vu peut-être des startups n'ont pas encore vu le jour? Oui, ils sont en cours. Oui, ils sont en avec lancement. la série de mesures qui a été lancée. Oui, avec les labels startup, etc. Ça aide beaucoup. Oui. Il faut bien choisir son créneau parce que c'est assez compliqué. Oui, le plus compliqué, c'est avoir l'idée, surtout l'idée innovante. Et de la protéger. Oui. Et en la protégeant, bien, il n'y a rien de mieux que la concrétisation sur le terrain. Bien, vous verrez tout à l'heure, on va accueillir le fondateur d'un service de VTC. Oui. Vous verrez, ça va peut-être vous inspirer. Alors, j'aimerais juste savoir, vous êtes étudiants en quoi? Vous êtes tous ensemble? Oui. On est étudiants en école HEC. Oui, dans quelle branche? Commerce. Commerce. Oui. Pour ma part, en quelle année? En classe prépa, en D'accord. deuxième année. Nous, on est en première année master 3 commun. D'accord, très bien. Et vous, justement, au sein de ce club scientifique, vous êtes combien? On est à 72 membres. 72 membres. Oui, donc pour l'instant, mais on est en phase de recrutement. On a lancé nos formulaires de recrutement. C'est la première phase. On va les traiter. Après, on fera appel aux personnes qui sont intéressées et tout pour passer un entretien. Et voilà, on cherche des membres et tout motivés. C'est vos critères de sélection, motivation, assiduité, d'accord? Exactement, motivés et qui peuvent s'impliquer, qui veulent apprendre tout simplement. Développer leurs propres compétences, que ce soit des soft skills comme parler en public, pouvoir s'exprimer, avoir des techniques de négociation, mais aussi des hard skills comme la technique rédactionnelle, le design, le montage vidéo. Ah, donc il y a aussi le côté artistique. Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. D'ailleurs, on a 2-3 designers qui s'occupent, eux, de faire les affiches pour nos pages Facebook et Instagram. On a tout un département D'ailleurs, on a même tout un département. On a toute une équipe. Oui, on est toute une équipe, divisée en 3 départements que je pense que Noura ou Sofia pourra Notre club se divise en 3 départements. Oui. On a un département communication et création de contenu où on retrouve de la rédaction, du design et de la communication réseaux sociaux. On a le département gestion des ressources humaines où on retrouve tout ce qui touche à la formation de nos membres et formation externe des étudiants. Donc formation interne, formation externe. On a aussi une rubrique spécialisée dans les sorties d'entreprise. On a aussi le suivi, le happiness manager qui est aujourd'hui avec nous. Happiness manager, c'est bien. Généralement, c'est un concept qu'on voit à l'étranger, mais aujourd'hui, il s'implante tout à petit en Algérie. Comme on est en tête d'un très grand club, donc on est à 70 membres et on compte en recruter encore, donc il faut bien instaurer une bonne ambiance dans le club pour le déroulement des... D'accord. Et on a le troisième département qui est relations publiques et logistique, qui touche à tout ce qui est presse, médias. Vous avez tout, vous êtes armé de tout pour devenir un grand chef d'entreprise et toutes les branches évidemment qui touchent à l'entreprise. Alors on a quelques visuels donc, que vous publiez sur nos réseaux sociaux. C'est Alumni HEC Alger, nos réseaux. Club scientifique qui a pour but de créer un lien entre le monde professionnel et celui des études supérieures à travers un réseau. Comment? En organisant des formations, des événements et même des sorties en entreprise.
Notre club comprend 3 départements, communication et création de contenu, relations publiques et logistique, gestion des ressources humaines. Alors, ça vous tente? Rejoignez-nous. En tout cas, on sent votre volonté, votre motivation et votre enthousiasme à être justement au sein de ce club scientifique. Oui. Et justement, je voulais revenir sur la formation. Est-ce que vous avez des formations continues? C'est-à-dire, à un moment donné, vous existez depuis 2015. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le monde entier depuis 2015. Chaque mois, chaque année, bien, il y a de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes à la page? Donc en interne, on a justement des formations à long terme. Comme pour nos départements, nos 3 départements, communication, GRAS et relations publiques, on a des formations qui se font à long terme pour bien former les membres et pour que les années qui succèdent, on aura quand même du bagage pour affronter soit le monde professionnel ou là pour soulever encore le club. Parce que c'est en continuité, donc on est juste passager le temps qu'on finisse notre cursus. Donc oui, on se doit de faire ça et on offre aussi des formations pour les étudiants externes qui font partie de l'école. On essaye de faire partager le savoir avec tout le monde. Très bien, vous êtes généreux en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Alors vous filez en cours là maintenant? Oui. Même pour Zakaria. Les 3? Non, pour Zakaria. Pour Zakaria. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors vous avez un dernier mot justement pour encourager les autres étudiants à aussi faire partie d'un club scientifique et à aussi promouvoir justement ces... Oui, il faut savoir que la vie associative est très importante de nos jours pour bien booster sa carrière, surtout si c'est orienté vers axe entrepreneurial comme on l'est. Donc c'est bien d'avoir aussi une vie hors les études, hors la fac. C'est très bien, c'est très bénéfique et on en voit aujourd'hui les résultats de nos ex-membres, de nous-mêmes qui se sont développés au jour d'aujourd'hui. Et voilà. C'est une première expérience à avoir. Oui, j'invite tout le monde à rejoindre les clubs scientifiques. On les invite. De toute façon, ils trouveront le lien sur notre page Facebook et notre page Instagram. Alumni HEC Alger. Qui pourront remplir en espérant qu'ils seront parmi nous. Ils pourront trouver tous nos projets, tous nos événements, etc. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous salue, vous parlez encore plus rapidement que moi. Vous avez battu le record. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent, bon courage. On vous laisse avec cette respiration musicale. Le groupe 113, regardez. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la base break chargée. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout Tati, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulémat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien, des Nikers au visa, de la traversée du désert au couscous de Yima. On accueille notre dernier invité, pas des moindres, Kamal Haddad. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Vous étiez speed ce matin? Il faut bien. On a cru comprendre que c'était un peu embouteillé. C'est un peu embouteillé, oui. Heure de pointe, c'est normal. Alors, merci avant tout d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes fondateur de l'application de VTC TemTem. Et vous êtes venu nous parler de votre nouveauté, donc ce nouveau service en ligne qui offre justement la possibilité à notre diaspora, aux Algériens installés à l'étranger, d'effectuer des achats en Algérie à leurs proches ici en Algérie. Absolument. Donc, il y a 2 ans et demi, nous avons lancé l'application TemTem, qui est l'application des VTC. Mais déjà à l'époque, avec nos investisseurs, nous avions l'ambition de créer une super application multiservice, à la fois pour la mobilité, donc avec le VTC TemTem, mais aussi avec le covoiturage et avec un ensemble de services
comme par exemple le e-commerce, ce que nous faisons aujourd'hui, mais aussi la santé, les médecins à domicile et aussi les bricoleurs à domicile, les électriciens, les plombiers à domicile. Vous voulez être partout, hein? Non, c'est pas partout, c'est que nous répondons à une problématique des citoyens de tous les jours. Aujourd'hui, quand vous avez une fuite, c'est un véritable problème de trouver le plombier rapidement, au bon prix, et qu'il arrive rapidement pour résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, on répond à cette problématique. Oui. Comme on répond à la problématique d'aujourd'hui de sanitaire, qui est une vraie problématique pour tout le monde, avec les frontières fermées. Nous souhaitons que la diaspora puisse aider leurs proches. Comment ? Répondre à cette problématique financière, parce qu'il y a une vraie crise économique, donc contribuer à l'achat de denrées, oui, mais en particulier chez nous, parce que les frontières sont fermées, il y a très peu de pays qui sont fermés comme la nôtre. Donc financièrement, payer les courses, payer des vêtements, payer tout un tas de produits et de services, mais aussi de limiter les déplacements de notre famille en Algérie. Exactement. Parce que si vous êtes livré à domicile, vous avez besoin de sortir, donc vous limitez le contact, déplacement et contact. Donc on répond à une double problématique. Et en plus, ça c'est pas nous qui l'avons prédit, mais le taux de change est très élevé aujourd'hui. Donc pour quelqu'un de la diaspora, c'est vraiment très intéressant économiquement d'acheter des courses, d'acheter une paire de baskets ou autre à ses proches en Algérie. Alors je crois savoir justement que les autorités ont salué cette initiative, donc en particulier le ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups qui parle également du rôle des sites qui sont dans les services en ligne, dans l'inclusion financière. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comment votre application et d'autres vont justement participer à faire entrer de l'argent dans le circuit formel ? Puisqu'il y a beaucoup d'informels aujourd'hui en Algérie. Alors d'abord, je tiens à remercier tous nos partenaires. Oui. Donc ce sont des commerçants, ce sont des Algériennes et des Algériens qui ont des commerces, qui aujourd'hui vendent de manière physique comme avant, mais maintenant de plus en plus sont connectés avec notre application et reçoivent des commandes en ligne. Donc ils les préparent et nos livreurs viennent les chercher et les livrer aux clients. Donc on est en train d'accélérer la digitalisation du monde formel et informel. En pleine transition numérique, Exactement. On y est. Donc ça c'est très important et ils jouent le jeu et ils sont très contents parce que leurs revenus augmentent. Oui. Ils peuvent acquérir des clients qui ne sont pas proches de leur zone de chalandise. Donc ça c'est très important. Après, la chose que nous faisons, et nous sommes les seuls, et là je tiens aussi à remercier tous les avocats, les banquiers qui nous ont accompagnés pour trouver cette solution réglementaire, juridique, qui nous permettent effectivement de payer à l'étranger, de rapatrier des devises en Algérie. Justement, ouais. Ces devises-là sont alimentées dans les réserves de change de la Banque d'Algérie et nous récupérons des dinars pour payer nos partenaires en Algérie. Donc ça, c'est magnifique parce qu'à la fois on rend service au peuple, à la fois on rend service à la diaspora et en plus on rend un service non négligeable à l'État. Aujourd'hui, bien sûr, ce revenu est minime, même si, je vous l'avoue, on est très surpris du succès que ça et de la croissance que c'est en train de prendre. Okay. Tous les jours, c'est vraiment, on est impressionné. Et donc ça veut dire que ces revenus-là vont arriver en euros dans la Banque d'Algérie. Oui. Et nous, dans notre compte à nous, Temtem One, on va récupérer des dinars pour payer. Il y a des taxes Non, aujourd'hui, il n'y a pas de taxes. On ne facture rien du tout, non, parce que c'est des revenus. D'accord. Donc bien sûr, nous, on paye les TVA, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend aucune commission de frais de transaction pour la diaspora. C'est ce que je veux savoir. C'est très intéressant. Oui. Tout simplement parce qu'on veut que ça marche et dans cette période de Covid, encore une fois, on est aussi une entreprise citoyenne. Oui. On a pensé à cette solution, bien sûr qu'on l'avait pensé avant, il y a plus de 2 ans. Et c'était aussi un peu la condition pour que les investisseurs nous suivent dans cette aventure, parce qu'ils croyaient vraiment à cette solution avec la diaspora, qui existe dans d'autres pays ailleurs dans le monde, qui est plus fluide. Mais nous, on a vraiment craqué une problématique juridique, réglementaire, financière. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, nos investisseurs nous suivent, nous accompagnent tous les jours. Et c'est intéressant parce que, comme le disait le ministre des startups, c'est en train de montrer que l'Algérie est en train de s'ouvrir. Elle a des startups qui savent innover. Oui. Aujourd'hui, tout notre staff, on est plus de 50, ce sont tous des Algériens, de l'éducation nationale algérienne. Ce sont des polytechniciens d'école polytechnique, de l'ESI, de Bebzoar, et qui font un travail formidable. D'ailleurs, je les remercie aujourd'hui parce que, à la fois dans tout le service logistique, marketing, les opérations, l'administration, les finances, on a vraiment des gens incroyablement investis. Et pendant le Covid, quand tout le monde avait peur, ils étaient là et ils ont pu lancer des services qui n'existaient pas. Donc, non seulement ils ont fait face à la crise, mais en plus, ils ont innové en période très compliquée. D'accord. Alors, déjà comment vous est venue l'idée? Alors, je crois savoir que vous êtes issu de l'immigration.
Oui, je suis franco-algérien. Mes parents sont algériens de Mostaganem. D'accord. Et effectivement, j'ai dit à ma mère un jour, tu appuieras sur un bouton et ta mère, donc ma grand-mère, sera livrée. Et j'ai tenu la promesse. Très bien, promesse tenue. Alors, et justement, vous connaissez ce lien si fort qu'il y a entre les Algériens nés, résidant à l'étranger, avec leur pays. Vous êtes la preuve concrète. Et voilà, donc vous avez essayé d'inscrire ce message-là à travers une application qui servira à la diaspora et aussi aux Algériens ici. Oui, parce que ce lien est très fort, on en parle toujours, mais on n'arrive pas à le matérialiser. Aujourd'hui, on a prouvé, à travers effectivement notre équipe, qu'on peut payer de manière complètement sécurisée, comme si vous faisiez... C'est la même technologie qu'utilise Amazon, donc on peut payer de manière vraiment sécurisée, transparente. Avec un réseau logistique hyper performant, on peut être livré en 2 heures, comme on peut être livré en 3 heures en mode standard. Justement, il y a le mode express et le mode entre 1 et 5 jours. Exactement. Et aussi, il faut dire une chose, c'est que la diaspora, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de confiance. Donc, paiement sécurisé. On a des grandes marques, je ne vais pas les citer ici, parce que vous allez me dire, je n'ai pas le droit de le faire, mais ce sont des grandes marques internationales, les boutiques officielles, les vrais produits. Et donc ça apporte quoi? Ça apporte la confiance. Et aujourd'hui, la diaspora, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aider, elle veut être solidaire. Les frontières sont fermées. Aujourd'hui, on peut le dire, on est le seul moyen pour que la diaspora puisse aider leurs proches en Algérie. On n'a plus le choix, voilà, numériser. On a intérêt à tout digitaliser. Aujourd'hui, c'est pas parce que c'est Temtemoine qui peut le faire, et nous le faisons aujourd'hui. Et on est très content de ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, aujourd'hui, les commerçants nous appellent pour dire, moi aussi, je veux rentrer dans le formel, en vérité. C'est pour ça aussi que le ministre est content. Parce qu'en fait, c'est soit ça, soit rien. Donc maintenant, il dit non, je veux pas de TPE, mais je veux une application digitale. À la fin, pour l'État, c'est la même chose. Donc c'est le message, c'est la façon de faire. Et donc on arrive à trouver comment parler aux commerçants, qu'ils soient sophistiqués, pas sophistiqués, en zone rurale ou en zone urbaine. À la fin des fins, ils voient son chiffre d'affaires augmenter et c'est ça qui l'intéresse. D'accord, alors Kamal Haddar, bien avant Temtemoine, il y avait Temtem tout court. Et je crois savoir que vous étiez le premier, en tout cas, à avoir pensé à lancer un service VTC en Algérie. Du moins, vous avez failli être le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a d'autres services. J'ai fondé donc Casbatech, qui a été une start-up studio. On a plusieurs start-up. On est dans la technologie, on a une école de technologie. On a aussi Madrasa qui aussi marche très bien depuis le Covid. On a des dizaines de milliers d'élèves qui sont sur la plateforme. Et donc aussi beaucoup de professeurs qui utilisent l'application Madrasa pour leurs cours avec leurs élèves. Donc on a beaucoup de choses à faire, on les a faites. Aujourd'hui on a des équipes, on est plus de 80 chez Casbatech. On est sur un plateau de 800 mètres carrés. Et donc c'est très bien. Maintenant on a le VTC, mais on a aussi le covoiturage qui marche très bien avec le confinement, avec la crise sanitaire. Donc on fait encore marcher la solidarité. Et donc ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que ce mot solidarité revient souvent dans nos startups. Ok, on est une entreprise privée et on recherche la croissance économique, mais aussi on recherche surtout à rendre service à la population, que ce soit dans la mobilité, dans le e-commerce, dans les services à la personne, donc les médecins, les bricoleurs à domicile. Et pareil, aujourd'hui, les bricoleurs à domicile fonctionnent très bien. On est en partenariat avec une multinationale qui s'appelle AXA et qui nous permettent d'avoir sur plusieurs villes des prestataires qui vont venir régler vos problèmes à domicile. D'accord, très bien. J'aimerais bien revenir sur on me demande à la régie, on revient sur l'actualité là, de ce service justement qui va permettre à la diaspora algérienne de faire des achats pour les Algériens ici, chez nous, en Algérie. Donc, si on a bien compris, donc, ce service permet aux personnes qui le sollicitent d'être livrées ou de faire livrer les produits commandés dans les 2 heures en mode express. Il y a aussi l'autre mode qui est entre 1 et 5 jours. On peut dire que vous êtes, comme beaucoup de sites de e-commerce, profitez de la crise sanitaire pour renforcer votre présence sur le marché de la livraison et de la mise en relation aussi. Oui, alors ce qui est intéressant, et encore une fois nous sommes le seul à le faire, c'est de permettre à la diaspora de payer. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils payent? Parce que moi je regarde, c'est ce qui est intéressant de partager avec vous et à vos téléspectateurs. C'est qu'aujourd'hui, on pensait que 95% des gens qui allaient payer à l'international seraient en France. Mais c'est faux. On a beaucoup de gens au Canada, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Vraiment partout dans le monde. Et c'est ça qui est impressionnant de voir que la diaspora est partout et elle est mobilisée, et en particulier en Amérique du Nord, en particulier en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et qu'est-ce qu'ils achètent? C'est ça qui est intéressant de voir. De la viande. Pour 50 €, 80 €.
Et pas une fois. C'est-à-dire que quand le lundi il achète, le jeudi il rachète. Des courses, moi j'ai vu des courses... Il y a des gens qui vont prendre certaines habitudes. Oui, hein, et il y a des gens qui... J'ai vu aussi des courses dans les supérettes de nos partenaires. J'ai vu des courses à 180 €. D'accord. Mais pas une fois. D'accord. Et je pense qu'il y a eu des emplois qui ont été créés. Il faut bien préparer les commandes. Voilà. Donc il faut des livreurs. Aujourd'hui, on a une centaine de livreurs dédiés à ça, partout sur le territoire. On livre quand même sur 21 wilayas. On a aussi des préparateurs de commandes dans les supérettes. On a vraiment créé tout un écosystème qui n'existait pas et qui est en train de grossir vraiment à vue d'œil, très rapidement. Et donc, ce qui est intéressant de voir, voilà, ils achètent dans les supérettes, ils achètent aussi des vêtements, des paires de baskets, vraiment de tout, beaucoup d'électroménagers. Oui. Une cuisinière, un frigo, c'est vraiment très hétérogène. Et ça va de la petite bourse. On voit des achats de 5 €, 10 €, à des achats à 400, 500 €. Il y a de tout. En tout cas, merci beaucoup, Kamal Haddar, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent, bon courage. Merci beaucoup. Et puis voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro sponsorisé par Coral Peinture. Merci de nous avoir été fidèles. On remercie également nos rubricaires et invités, ainsi que toute l'équipe de la Régie 7. Il ne me reste plus qu'à vous dire demain, 8h30, j'espère. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée en compagnie de Kader Japonais avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Merci. صار وقال لي اسمع لي وهاكدي الخبار جاني بشار بالخفيع ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاكدي الخبار ايه في هكار نتلاقى